Bonjour et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés, en soutien aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique des éminents professionnels de la santé qui supervisent ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins des troubles neurocognitifs. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources gratuites pour éduquer et soutenir les personnes atteintes des troubles neurocognitifs, les proches aidants, les professionnels de la santé, les étudiants en médecine, ainsi que le grand public. L'une de nos ressources les plus importantes est ce guide d'accompagnement qui est disponible pour télécharger gratuitement. C'est traduit dans 14 langues différentes et vous pouvez aussi obtenir des copies imprimées quand vous allez consulter notre site web. C'est aussi distribué parmi plusieurs CLSC et les cliniques de mémoire à travers le Québec. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très important, c'est vieillir avec élégance, comprendre la science du vieillissement du corps et du cerveau. Et mon invité est mon collègue, un de mes collègues préférés, qui est aussi un ami, c'est le docteur José Moret, qui est responsable académique du programme de formation sur les troubles neurocognitifs pour notre programme. Il est aussi professeur titulaire de médecine à l'Université McGill, ainsi que le directeur de la division de gériatrie de l'Université McGill et du Centre universitaire de santé McGill. Alors aujourd'hui, le docteur Moret répondra à des questions sur le vieillissement du point de vue scientifique en abordant tous les systèmes de notre corps qui peuvent se détériorer avec le temps et les habitudes de vie qui permettent de rester en bonne santé en vieillissant. Bienvenue, docteur Moret. Merci, bonjour tout le monde, bonjour Claire. Merci pour cette introduction de mes fonctions, c'est très gentil. Ça vraiment m'a fait pratiquer mon français avec mon cerveau. Alors, il a fallu que je concentre fortement pour dire tout ça. Alors, pour commencer la conversation, j'aimerais vraiment savoir, c'est quoi la différence entre un médecin de famille et un gériatre? Très bien. Alors, le gériatre, c'est le spécialiste de la personne âgée. On a une formation pour comprendre les différentes maladies qui affectent les personnes âgées et comment les traiter. On fait une évaluation complète, globale de la personne âgée et on travaille ensemble avec des équipes multidisciplinaires. Et suite à l'évaluation, nous proposons des traitements, des approches. Nous avons des connaissances aussi du système de santé en général. Alors, on peut faire des références, on peut utiliser les ressources disponibles. Souvent, c'est le médecin de famille qui nous consulte. Nous suivons très peu de patients à long terme. La raison de ça, c'est une question d'efficacité. Parce que, comme tu sais, à peu près 20% de la population du Québec a en haut de 65 ans, ce qui fait environ 1,8 million à 2 millions de personnes. Et tu sais, Claire, euh, le nombre de gériatres au Québec est à peine de 135. Alors, comment on peut suivre presque 2 millions de personnes? C'est impossible. Alors, nous utilisons
nous fonctionnons surtout sur une base de consultation, une référence du médecin de famille pour nous, et suite à notre évaluation et recommandations, on s'attend à ce que le médecin de famille puisse suivre le patient à long terme. De la sorte, on est disponible pour voir beaucoup de personnes âgées, surtout celles en haut de 75 ans. Alors, nous allons commencer avec le système, la santé cérébrale et cardiovasculaire. Alors, quand on vieillit, quels sont les changements physiques et cognitifs les plus courants qui surviennent avec l'âge? Oui, alors c'est un phénomène qu'on observe, c'est-à-dire qu'avec le vieillissement, nous sommes un peu plus lents, tant du point de vue neurocognitif que du point de vue physique. Et on sait que le traitement de l'information par notre cerveau est plus lent, mais on y arrive pareil. C'est une question de millisecondes de plus. Mais par contre, même si on est plus lent du point de vue analytique, mathématique, on arrive à la bonne réponse et surtout, nous avons l'expérience de la vie. Cette expérience nous permet d'agir de façon plus adéquate, de façon, je dirais, plus lente, mais plus exacte. Et par contre, on est moins imaginatif aussi. On est moins innovateur aussi. On prend moins de risques. C'est pour ça qu'on peut se servir de notre expérience dans des positions, des postes de direction pour aider les plus jeunes. Les plus jeunes, ils nous amènent plein d'idées parce qu'ils sont plus imaginatifs. Et nous, avec notre expérience, on permet de déterminer les meilleures suggestions, les meilleures approches. Et cette union, collaboration entre des moins jeunes et avec des plus jeunes rend les choses dans une compagnie, par exemple, beaucoup plus productives parce qu'on bénéficie des deux aspects de innovation et aussi je dirais, une analyse plus approfondie, même si ça prend plus de temps, qui fait qu'on est plus sage dans nos réponses. Mais c'est ça le mot que je cherchais. C'est vrai, quand on vieillit, on devient plus sage et je trouve aussi on a plus de confiance en soi-même. Oui, c'est une des aspects positifs du vieillissement, notre expérience, notre confiance en nous, parce qu'on a déjà réalisé beaucoup de choses. On sait qu'on panique moins. Alors, il y a moins d'anxiété aussi. Quand nous possédons nos ressources intellectuelles, euh, on est quand même, par notre expérience, plus confiant et plus calme. On en a vu d'autres, comme on dit. Alors, on peut comme ça donner aux plus jeunes cette confiance et cette assurance que les choses vont quand même se réaliser. Trop, on se sent trop stressé, disons. Voilà. Alors, à propos de notre santé cérébrale, les gens ont peur des troubles neurocognitifs. On entend souvent parler maintenant aujourd'hui que ça peut toucher 1 en 5 personnes. Alors, quand vous voyez les patients, c'est quoi la différence entre des changements normaux liés au vieillissement ainsi que les signes de problèmes plus graves? Oui, Euh, voilà. Votre question est très pertinente, Claire, parce que il faut réaliser qu'à tout âge, nous oublions des choses. C'est pas à 60 ans qu'on oublie ses clés. On les oubliait déjà quand on avait 20, 30 ans, parce qu'on fait beaucoup de choses et puis on se distrait, puis on se rappelle plus. Seulement avec l'âge, on est beaucoup plus conscient parce qu'on sait que des problèmes sérieux de mémoire et de neurocognition peuvent apparaître au fur et à mesure que nous vieillissons. Alors on est plus conscient, on se préoccupe davantage. Mais c'est ce qu'on appelle ces oublis bénins, euh, ils demeurent toute notre vie. Ça devient un problème sérieux lorsque les problèmes de mémoire et de décision affectent notre vie quotidienne. Et là, ce n'est plus une question d'avoir oublié les clés. C'est des choses beaucoup plus sérieuses, comme des exemples au sujet de payer son loyer, payer ses factures, préparer convenablement pour faire les déclarations d'impôts. Là, ça commence à être sérieux et au fur et à mesure que ça avance, il y a des changements aussi de la personnalité parce qu'on on conçoit que nos ressources
personnelles, intellectuelles sont moindres, ce qui crée de l'anxiété, qui crée de la dépression même. Et on commence à être plus irritable. Alors, quand les problèmes de troubles neurocognitifs s'accentuent, nous avons de la misère à effectuer les activités de la vie quotidienne ou de la vie instrumentale, comme payer les factures et gérer nos finances, euh, euh, alors ça commence à être sérieux. C'est un des signes comme quoi il y a quelque chose de sérieux qu'il va falloir investiguer davantage et voir si ça vaut pas la peine de commencer un traitement. Voilà. Et juste pour faire un rappel, ici dans notre livret, nous aborde beaucoup ce sujet-là. Alors, les gens peuvent aller voir si si vous avez des inquiétudes à propos de ça. Alors, à propos de notre santé cardiovasculaire, comment est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment bien préserver notre Oui, système oui. cardiovasculaire? C'est effectivement le système cardiovasculaire est extrêmement important parce que le cœur et les artères amènent l'oxygène à toutes les cellules, amènent les nutriments, ce que nous avons pris de notre diète, c'est ensuite absorbé et distribué partout. Et si notre système circulatoire n'est pas performant, ça cause des problèmes. Et malheureusement, avec l'âge et certaines habitudes aussi de vie font que les artères se durcissent et que le transfert de l'oxygène et des nutriments de la circulation aux cellules est moins performant, moins bon. Mais le système cardiovasculaire peut demeurer très en santé si on a un style de vie qui permet cela, c'est-à-dire faire un certain niveau d'activité physique, avoir une diète qui est une diète santé. Tout ça, c'est deux facteurs qui préviennent les problèmes circulatoires. Et les problèmes circulatoires sont extrêmement liés à la fonction neurocognitive du cerveau. Parce que le cerveau, c'est un organe qui demande beaucoup d'énergie. Hein? 20% de ce que nous mangeons, qui est la source d'énergie, c'est pour suffire aux besoins du cerveau, qui est pourtant quelque chose qui est relativement petit par rapport au reste du corps. C'est parce qu'il est très actif. Alors, une relation entre la santé cardiovasculaire et la santé cérébrale. C'est quelque chose que nous devons être conscients pour prévenir justement la perte neurocognitive. Hein. Nous savons qu'environ 40% du développement de la démence ou des troubles neurocognitifs majeurs peuvent être prévenus. Et une des choses, c'est prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir ou traiter l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'excès de poids qu'on peut avoir. Alors, il y a de l'espoir. On peut diminuer l'apparition de maladies neurodégénératives en prêtant attention à ces détails. Mais je vais vous dire qu'au jeune âge, on peut avoir une approche préventive de la neurocognition en faisant des longues études. Les personnes qui ont complété un secondaire 5 ont moins de troubles cognitifs plus tard dans la vie que ceux qui n'ont pas fini leur secondaire. Voilà. Je trouve aussi que des fois, on prend pour acquis que quand nous sommes dans nos quarantaines ou cinquantaines, on est en très bonne santé. Mais si jamais on doit être prescrit des médicaments pour prendre soin de la pression artérielle ou le cholestérol, on dit, oh non, je ne prends pas ces médicaments-là, je suis trop jeune. Il faut les prendre. Oh, définitivement, Claire, nous savons que la santé cardiovasculaire à 40 ans a un impact sur la santé à 80 ans, définitivement. Autant du point de vue cardiaque, moins d'infarctus, moins d'angine de la poitrine, moins d'insuffisance cardiaque, mais aussi moins de troubles neurocognitifs majeurs. On veut tous préserver notre mémoire, notre capacité de réfléchir, notre cognition. Mais on peut le faire déjà en contrôlant ces facteurs dans la quarantaine.
c'est-à-dire, comme on a mentionné tantôt, un poids stable, une pression artérielle dans la normale, etc., etc. Alors, maintenant, on va parler de la mobilité et notre santé musculo... Kinétique, oui, C'est oui, ça, c'est un gros mot là, pour moi. oui. Alors, quel est l'impact du vieillissement sur notre force musculaire, la souplesse des articulations ainsi que l'équilibre? Vous savez, Claire, j'ai dédié une partie de mon temps pour faire la recherche et la recherche sur la santé musculaire. Euh, le muscle, c'est un organe important dans le corps parce qu'il participe à la mobilité. On a besoin de force pour transporter notre corps. Notre corps pèse un certain nombre de kilos, puis quand on marche, il faut le transporter. Il faut le transporter aussi quand nous montons des escaliers. Alors, il faut avoir une bonne masse musculaire et de la force. Pour se mobiliser, nous avons aussi besoin d'équilibre qui dépend du cerveau lui-même et du système vestibulaire qui se trouve à l'intérieur de nos oreilles. Nous avons besoin d'endurance et l'endurance est liée au système cardiovasculaire et cardio-respiratoire, comme on a parlé tantôt. Et finalement, il y a aussi la flexibilité, la souplesse des articulations. Et tout ça, on peut maintenir notre mobilité en travaillant sur ces aspects-là, de ces quatre piliers de la mobilité. Et au niveau de la force, préserver la musculature, pardon, est essentielle. Et la musculature diminue avec l'âge. C'est un phénomène qu'on voit dans tous les animaux, euh, pas seulement chez les humains. Et pour maintenir la musculature, ça prend un défi, une résistance. Il faut que le muscle il fasse face à la résistance pour maintenir son volume, sa force. Euh, c'est pour ça que c'est recommandé dans l'activité physique pour tout le monde, tous les humains. Et ça, c'est du point de vue international que on fasse 150 minutes d'exercice par semaine, qu'on fasse des séances de 30 minutes 5 fois par semaine qui incorporent des exercices d'endurance ou d'aérobie qui est plus cardiovasculaire avec au moins 2 fois semaine des exercices contre résistance, soulever des poids. Mais il faut savoir qu'au courant de notre vie régulière, on soulève des poids. Quand on va à l'épicerie, puis il faut transporter les sacs d'épicerie, ben, c'est un exercice contre résistance. Quand nous nous déplaçons, il faut prendre des escaliers pour aller au deuxième étage, il faut soulever notre poids. C'est aussi des exercices contre résistance. Même chose quand on pousse la machine pour couper le gazon, la tondeuse, ben, on force. Et donc, l'activité quotidienne normale contribue aussi à ce genre d'exercice de résistance. On doit quand même faire attention pour faire des exercices qui améliorent notre équilibre et notre flexibilité. On a besoin d'articulations qui sont flexibles pour faire des mouvements qui empêchent les chutes. Vous savez, beaucoup de gens chutent parce que dans leur déplacement, il y a un tapis, puis ils ne soulèvent pas suffisamment le pied. Et à ce moment-là, ils vont s'enfarger, comme on dit, et tomber. Et donc, on a besoin de cette flexibilité. Et ensuite, c'est l'équilibre. L'équilibre qui dépend de notre cervelet, une partie du cerveau derrière notre tête, et aussi de l'appareil vestibulaire dans nos oreilles. Alors, il faut pratiquer pour empêcher des chutes. Mais 40% des chutes, on peut les prévenir par l'exercice physique, mais aussi par souvent modifier nos habitudes. Vous savez que 50% des chutes ont lieu dans nos maisons. Et la pièce de la maison où on tombe le plus souvent, c'est dans la chambre à coucher. Parce qu'on se lève le matin,
et puis on le fait un peu vite. Avec l'âge, les mécanismes de compensation, lorsqu'on passe la position couchée à la position debout, sont plus lents avec l'âge. Aussi, durant la nuit, on doit se lever pour aller uriner. Et avec l'âge, on urine plus la nuit que quand on est plus jeune. Alors, il y a un peu de déshydratation quand on se lève le matin. Donc, il faut se donner du temps. Mais savez-vous, basé sur mes observations, une bonne partie des gens qui chutent, c'est dû à certaines façons d'agir dans la vie. On adopte je dirais, des habitudes d'aller trop vite. Alors, j'ai vu dernièrement quelqu'un à l'urgence avec une fracture parce que on a sonné à la porte. La personne d'habitude se déplace avec une marchette, mais pour aller répondre à la porte, elle n'a pas pris sa marchette. Elle s'est enfargée dans le tapis dans le corridor. Elle a chuté et fracturé son poignet. Alors, on peut prévenir ça en faisant attention, sachant en particulier qu'on pourrait être avec l'âge un peu plus lent et puis avoir besoin de la marchette ou la canne. Et si vous ne la prenez pas, vous êtes à risque. Alors, faites attention, prenez le temps d'agir pour empêcher des chutes. Pense qu'on fait toute cette erreur-là. On se dépêche pour répondre au téléphone, pour répondre à la porte. On est toujours en train de se dépêcher. Et Oui, moi-même, il y a plusieurs fois que je me suis fait une chute à cause que je me dépêche. Ça me surprend que quand vous disiez que la majorité des chutes se fait dans notre chambre à coucher parce que j'aurais cru que ça se fait aussi souvent dans une salle de bain. Parce que c'est pas tout le monde qui a le tapis quand il prend la douche ou la serviette. Alors, je me posais cette question aussi. c'est un très bon point. En fait, selon les études, c'est probablement la deuxième pièce de la maison dans laquelle il y a le plus de chutes. Encore une fois, il y a là un problème de changement de position. Quand on est assis, on se met debout. C'est aussi parce que dans la chambre de bain, il peut y avoir plus le sol qui est humide où il y a de l'eau par terre. C'est aussi le fait qu'il y a des tapis qui sont installés. Et si on ne se lève pas suffisamment les pieds, si on se déplace trop vite, on peut tomber, voyez-vous? Alors effectivement, c'est une deuxième pièce dans laquelle on tombe. La troisième, c'est la cuisine. Et ensuite, c'est le salon. Alors, parce que les gens passent beaucoup de temps à domicile, avec l'âge surtout, ils tombent plus souvent à la maison qu'à l'extérieur de la maison. Mais on peut les prévenir, ces chutes-là. Alors, quel rôle est-ce que la nutrition joue pour préserver notre santé? Parce que là, on entend beaucoup de différentes avis, le ketone, la protéine, Mediterranean. Alors, c'est quoi le meilleur? Parce qu'on a tellement Oui. un choix. Ouais, très, très bonne question. Il faut considérer parfois des diètes, il y a beaucoup de modes, hein, il y a beaucoup de modes. Euh, je pense qu'en toute honnêteté, on peut se fier au guide canadien de l'alimentation qui nous suggère de manger 3 fois par jour, éviter de manger entre les repas. On peut avoir une petite collation en fin de journée. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un repas qui, euh, qui est davantage salutaire, bon pour la santé, en réduisant la quantité de sources animales de protéines et davantage de protéines de sources végétales. Mais on a quand même besoin de manger de la viande pour maintenir notre muscle, parce que la viande contient davantage d'acides aminés essentiels pour le muscle. Le problème, c'est que dans la viande animale, il y a aussi beaucoup plus de gras. Alors, il faut manger de façon santé en diminuant le gras, mais surtout, diminuer nos sources alimentaires qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire des repas qui ont de la nourriture qui a déjà synthétisé, transformée, et c'est ce qu'on appelle en anglais le fast food, hein? Il faut éviter de manger du fast food et manger ce que nous pouvons préparer nous-mêmes. Alors, et je trouve que pour beaucoup de personnes, de bien manger, c'est comme un luxe parce que aujourd'hui, les épiceries, ça coûte plus cher.
quand vous êtes quelqu'un qui habite seul, votre mobilité est réduite, c'est pas toujours facile d'aller faire votre épicerie, de prendre le temps de bien préparer les repas. Alors, les fast-food, comme vous disiez, ça peut devenir plus Plus habituel. facile. Oui. Tu as raison, il faut être conscient de ces barrières-là. Je pense qu'on peut on peut dépasser ces barrières-là en étant conscient de l'importance de la nourriture pour notre santé. Et aussi être conscient qu'on pourrait avoir de l'aide pour faire certaines choses. Le problème de malnutrition chez la personne âgée est complexe parce qu'il incorpore certains facteurs personnels, mais aussi de style de vie, mais aussi de capacité fonctionnelle. Parce que la préparation des repas, il faut auparavant faire les achats. Euh, euh, pour préparer le repas, il faut avoir une bonne mobilité, dextérité, utiliser ses capacités, ses facultés cérébrales, neurocognitives. Et ça, il y a des défis à tous ces niveaux-là chez les personnes âgées. Mais il faut être attentif, ne pas sauter des repas. Ça, c'est très important. Amener dans chaque repas beaucoup de variété, pas seulement un type. Et éliminer ce qu'on appelle les calories vides. Il faut que la nourriture soit un peu plus dense, avec des nutriments qui sont bons pour la santé. Éviter donc ce qu'on appelle les soft drinks, hein? Parce que c'est la calorie vide. À part le sucre qu'il y a là-dedans qui nous apporte des calories, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de nutriments bons pour notre santé. C'est pour ça qu'on doit boire davantage des jus qu'on peut même préparer nous-mêmes si vous avez les capacités. Mais aussi dans votre assiette, ayez une variété de sources de protéines et d'aliments et en considérant davantage de plantes. Mais aussi, il faut que je le dise, avec l'âge, on a besoin aussi de protéines de source animale parce qu'elles sont plus fortes, entre guillemets, mais c'est le gras qu'il faut faire attention. Alors maintenant, on va parler de notre peau et le vieillissement. Alors, qu'est-ce qui rend que la peau devient plus fine, plus sèche, et quelles sont les routines ou les traitements qui peuvent aider à préserver une peau saine? Oui. Il faut comprendre que la peau est un organe qui nous protège de notre environnement. Donc, la peau est exposée à des rayons solaires qui sont néfastes. Et à la longue, l'accumulation de ces rayons fait qu'ils peuvent apparaître des marques sur la peau, des décolorations qui énervent beaucoup les gens. C'est un signe de vieillissement, mais un signe d'exposition aux rayons solaires. Le, le, le fait que notre peau devienne beaucoup plus mince, il y a deux raisons pour ça. Une première, c'est que la quantité totale d'eau du corps diminue. Un jeune a environ 55% de son poids, c'est de l'eau. Pardon, 60%, alors que chez les personnes âgées, c'est 55. C'est quand même une partie importante. Alors, parce qu'il y a moins d'eau, la peau se dessèche, si tu veux. Elle est plus mince en partie. Alors, il faut bien s'hydrater. L'autre raison pour laquelle la peau est plus mince, c'est dû aux changements hormonaux, l'équilibre entre les différentes hormones. Il y a une internalisation du gras. Le gras sort de la peau pour se déposer dans le ventre en particulier. Surtout chez l'homme, ça se voit plus, il développe ce qu'on appelle une bédaine. Alors, tout ça rend la peau plus fragile et quand on se frappe contre une surface dure, ça peut saigner davantage en dessous de la peau. Aussi parce que les vaisseaux eux-mêmes, le tissu conjonctif est moins bien hydraté et plus facile à se déchirer et laisser échapper du sang en dessous de la peau. Alors, il faut faire attention, tout simplement, bien s'hydrater pour prévenir le vieillissement à tout âge, surtout quand on est jeune. Appliquer des crèmes de protection contre le soleil, les rayons du soleil. Voilà.
Alors maintenant, on va parler de la vision des yeux. Comment, en général, est-ce que la vision évolue avec l'âge et à quelle fréquence est-ce qu'on devrait consulter un optométriste pour vérifier? Oui, c'est reconnu qu'avec l'âge, il y a des problèmes de vision, même de l'audition. Les sens en sont atteints dans des proportions très grandes. On parle de 30 à 40% des individus. Du point de vue oculaire, parce qu'on est exposé aussi aux mêmes rayons solaires que ceux de la peau, il y a des changements qui font en sorte qu'on développe du cataracte. Le cataracte, c'est l'accumulation de protéines anormales au niveau du cristallin, qui est une espèce de lentille qui sert contribue à converger les rayons pour bien voir, n'est-ce pas? Alors, si la lentille, elle est opaque, on va voir moins clair. C'est ça le cataracte. Il y a aussi d'autres problèmes parce qu'il y a du liquide dans l'œil et puis quand les quantités de liquide produit et absorbé n'est pas bien maîtrisé, régulé, on peut développer du glaucome. Il y a aussi du dommage dans la rétine et développer la dégénérescence maculaire. Alors, pour toutes ces raisons-là, les recommandations, c'est d'avoir une visite annuelle chez l'optométriste. Lui, dans son examen annuel, il va voir s'il n'y a pas de cataracte au glaucome et il pourrait à ce moment-là, si c'est le cas, faire une référence à un optométriste, pardon, un ophtalmologiste. Et là, il y aurait peut-être des interventions à faire. Pour l'audition, c'est un peu semblable, dans le sens que 40% des personnes âgées ont une diminution de l'audition. Et bon, il y a différentes choses qui peuvent arriver. Ça peut être tout simplement une accumulation de cérumen ou de la cire, communément appelée, qui bloque le passage du son à travers le canal auditif. Alors, il faut faire un examen chez le médecin pour voir s'il n'y a pas de cire d'accumuler. Si ce n'est pas le cas, ça vaudrait la peine de vérifier l'audition. Alors, le médecin de famille fait une référence en audiologie et là, on fait des tests d'audition pour voir s'il y a une déficience au niveau de la cochlée, qui est l'organe de sensibilité du son. Cet organe-là, il y a des cellules nerveuses qui peuvent mourir. Et à ce moment-là, on entend moins clairement. Suite à l'examen d'audiologie, on peut avoir besoin d'une prothèse auditive. L'audition, comme tous nos sens, visuels inclus, etc., c'est pour rentrer en contact avec l'environnement. Et avoir une diminution de la vision ou de l'audition cause l'isolement. Mhm. C'est clair que certaines personnes âgées refusent d'aller dans des fêtes, dans des parties, parce qu'il y a trop de bruit, de son en background. Et, euh, et quand on ne comprend pas ce que l'autre personne nous dit à cause du bruit de background, etc., ben on évite ces choses-là, puis on s'isole. Mais ça, l'isolement affecte d'autres parties de notre vie cognitive. On a besoin d'interagir avec d'autres personnes pour stimuler notre cerveau. Et c'est une façon de prévenir le trouble neurocognitif. Alors, c'est important d'être engagé dans la société et l'audition ainsi que la vision ont un rôle important. Et ça, c'est un point très important que je pense qu'il y a beaucoup de personnes ne connaissaient pas vraiment, que si on gère pas bien notre vision et notre auditive, ça peut contribuer pour développer les troubles neurocognitifs à cause de l'isolation. Alors, c'est très, très, très important de bien gérer ces deux aspects. Mais je Je pense m'excuse pour l'appel. C'est tout à fait vrai. On sait maintenant qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut prévenir qui causent des troubles neurocognitifs. Et parmi ces facteurs-là, il y a la vision et l'audition. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle créer de la réserve dans nos organes, c'est-à-dire avoir un surplus de capacité que ce qui est requis pour fonctionner normalement.
Et une façon d'augmenter notre capacité neurocognitive, quand on est jeune, c'est aller à l'école, compléter au moins son secondaire 5. Et plus tard dans la vie, c'est être intéressé de ce qui se passe dans la société autour de nous, c'est d'interagir, c'est de sortir. Et c'est là que nos sens de vision et audition ont un rôle très important. Ouais. Et alors, ça, c'est l'importance de vraiment participer dans la vie, avoir un sentiment de purpose, comment on dit purpose. Oui, engagement, Wow. être engagé. Oui. Et là, le bénéfice, là, il est double. Il y a un bénéfice personnel. Parce que quand on est engagé dans toutes sortes d'activités, ça peut être servir de guide dans un musée, ça peut être participer comme volontaire à l'entrée de l'hôpital. C'est aussi beaucoup de familles, c'est le fait d'être disponible comme grands-parents pour aider les petits-enfants, surtout quand le père ou la mère, ils peuvent pas aller chercher l'enfant plus tôt à l'école parce qu'il va pas bien. Ce genre de service, c'est d'un grand bénéfice, non seulement pour nous, parce que ça contribue à une pensée positive, ça contribue à un bien-être par, parce qu'on fait quelque chose de positif pour la famille ou pour la société, et aussi le résultat de tout ça, qui est d'avoir une communauté plus forte, des liens plus grands, où tous les gens sont heureux. Vous savez, la pensée positive, c'est un des facteurs associés avec ceux qui arrivent au centenaire, avoir 100 ans. Les personnes qui atteignent le centenaire, en général, c'est des personnes qui sont positives durant leur vie et qui s'impliquent dans la vie. Alors, une de mes dernières questions, puis je pense que c'est une question très importante. Est-ce que vous pouvez en parler du rôle des vaccins? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup encore des virus qui circulent. Alors, pourquoi c'est important de se faire vacciner? Oui, c'est un aspect important du bien vieillir, de la longévité. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Mais il faut le faire du mieux possible aussi. On parlait tantôt de l'activité physique, de la nutrition. Euh, il y a deux facteurs. On a parlé aussi de contrevenir à l'isolement, être engagé socialement. Il faut aussi enlever certaines mauvaises habitudes. Vous savez, comme arrêter de fumer, ne pas trop abuser de l'alcool, et puis ne pas rester assis trop longtemps. Mais du point de vue médical aussi, pour avoir une bonne santé, c'est la vaccination. La vaccination, il y a beaucoup d'idées qui circulent dans notre population, mais le vaccin, c'est une des meilleures choses que, qui est arrivée dans dans la communauté ou dans la société parce qu'il est associé avec moins de maladies et plus de survie. Il faut donner à nos enfants tous les vaccins suggérés par la science parce qu'ils ont montré diminuer la maladie et la mortalité. Plus tard dans la vie, nous avons aussi besoin de vaccins. Vaccins contre des infections telles l'influenza ou ce qu'on appelle la grippe communément. La grippe affecte notre système immunitaire. On a des symptômes, un peu fatigué, etc. Mais à travers cette diminution de l'immunité, on est plus propice à attraper des pneumonies. Et là, la pneumonie peut tuer la personne. Alors, c'est pour cette raison-là que nous devons recevoir les vaccins contre la grippe. Et même de nos jours, il y a des vaccins contre la pneumonie. Et également, dans notre ère présentement, il faut prendre le vaccin contre la COVID. Parce que la COVID ne va pas disparaître, elle va être avec nous. Et le virus change. Et à toutes les années, il faut s'immuniser. De la sorte, on peut vivre en meilleure santé plus longtemps. C'est très important, la vaccination. Même moi, cette année, je me suis dit, ah, je vais oublier ça, mais il ne faut pas oublier de faire le vaccin. Non, il faut prendre la vaccination
et pour notre santé et pour la santé de la communauté en général. Parce que quand on est vacciné, le virus reste avec nous moins longtemps. Non seulement si jamais il nous arrive à nous, on va être moins malade, mais aussi on fait en sorte qu'il y a moins de gens qui transportent le virus, moins de chances que le virus infecte les autres. C'est un bénéfice pour la santé publique de tout le monde. Alors, Docteur Moret, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Votre information est tellement, et expertise est tellement, tellement important. Alors, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Ce fut un plaisir, Claire, et je souhaite à tout le monde une bonne santé et une longue vie. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill qui est financé par des dons privés. Alors, si vous voulez faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme, s'il vous plaît, rendez-vous au www.mcgill.ca/démence. Si vous voulez être informé des prochains épisodes de McGill à vos côtés ou en savoir plus sur nos ressources et nos programmes importants, s'il vous plaît, inscrivez-vous à notre infolette qui se trouve sur notre site web. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous.